journal de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. La session plénière de la Chambre des députés a approuvé ce jeudi l'opportunité du projet de loi régissant la police du Rwanda. Les motocyclistes qui opèrent depuis la ville de Kigali souhaitent que les problèmes rencontrés, notamment l'usage des taximètres, soient résolus pour poursuivre normalement leur travail. Au sommaire également, nous verrons la situation des personnes qui avaient refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. La session plénière de la Chambre des députés a approuvé ce jeudi l'opportunité du projet de loi régissant la police du Rwanda. Ce projet stipule notamment que la police nationale soit dotée de la compétence de mener la persécution et l'investigation en vue de sanctionner ou de prévenir les infractions. Le point avec Kassim Youssouf. Avant l'approbation de ce projet de loi, les députés ont posé des questions et présenté des opinions sur lesquelles s'appuyer lorsqu'il fera l'objet d'examen au niveau de la commission parlementaire. Les députés ont longuement échangé sur le point accordant à la police nationale la compétence totale d'enquêter sur les crimes qui entravent la sécurité routière, maritime et ferroviaire et sur la compétence d'investigation de base à propos d'autres crimes si nécessaire. Les parlementaires ont également échangé sur l'article qui stipule que les policiers déserteurs soient poursuivis en justice et l'autre qui doterait la police nationale de la compétence de présenter à la presse certains présumés coupables de crimes et de fautes en vue de la sensibilisation et de rendre compte aux citoyens. La perquisition est dans les attributions de RIB, comme l'indique la loi. Si alors la police est dotée de la compétence de mener la perquisition, il n'y aurait-il pas d'hésitation de part et d'autre? Le ministre de la Sécurité intérieure, Alfred Gassana, a fait savoir que le but de ce projet de loi est de promouvoir la sécurité nationale, le professionnalisme de la police et la prévention des crimes. Nous disons que si un crime est commis et que RIB est là, il n'y a pas de problème, d'autant plus que c'est dans ses attributions de mener des investigations préliminaires et la police peut assurer sa sécurité. Et puis, nous disons que si RIB n'est pas encore arrivé au lieu où le crime a été commis, la police peut collecter les preuves et les garder pour qu'elles ne disparaissent pas. Et si la police prend ces preuves et les présente au RIB, il ne faut pas qu'elles soient rejetées parce que la police ne dispose pas de cette compétence. À propos de la désertion, je dirais que dans le cadre des organes de sécurité, c'est un crime grave. La session plénière de la Chambre des députés a en outre approuvé l'opportunité de la loi organique régissant les modalités à suivre pour connaître et réaliser le contrôle de l'action gouvernementale qu'un groupe des députés a initié. Le but de ce projet de loi est d'harmoniser la loi organique de 2005 sur laquelle le Parlement s'appuyait et la Constitution de la République telle que modifiée en 2015, et lever les obstacles qui ne permettaient pas aux parlementaires de mieux effectuer le contrôle de l'action du gouvernement. Ce projet de loi va en outre permettre au Sénat de mettre en exécution son attribution qui consiste à suivre de près l'application des principes fondamentaux que stipule la Constitution de la République du Rwanda dans le cadre de s'informer et d'effectuer le contrôle de l'action gouvernementale. Après que la Chambre des députés approuve ce projet de loi organique, il sera d'abord transmis au Sénat. Les motocyclistes qui opèrent depuis la ville de Kigali souhaitent que les problèmes rencontrés, notamment l'usage des taximètres, soient résolus pour poursuivre normalement leur travail. Les instances en charge sont par ailleurs mobilisées pour mettre fin à ces préoccupations des motocyclistes. La suite avec Jean Damascène Maneshim. Depuis quelques jours, les motocyclistes dans la ville de Kigali sont invités à se servir des taximètres dans leur travail au quotidien. Cependant, ils se déclarent indignés par l'attitude de la plupart des passagers qui rejettent régulièrement l'usage de ces taximètres. Les taximètres ne favorisent pas le motocycliste quand le trajet est court et quand il est long, c'est le passager qui en souffre et préfère ne pas utiliser le taximètre.
Des fois, les passagers rejettent l'usage du taximètre et faute de mieux, nous les transportons au risque d'être sanctionnés par la police. À l'issue des échanges entre les coopératives de motocyclistes, l'Agence rwandaise de coopérative, l'Agence rwandaise de régulation et la police du Rwanda, il a été décidé que chaque organe doit s'empresser pour résoudre les problèmes qui le concernent. Chaque problème doit être examiné à part, car les organes concernés sont là. Concernant la police, quand un motocycliste se sent lésé, il peut faire appel et bien expliquer le problème qu'il a eu. La police a une équipe qui s'en charge. La collaboration doit être sans faille et les motocyclistes doivent être conscients de leur rôle dans la résolution de ces problèmes. L'Agence rwandaise des coopératives rassure que les motocyclistes seront approchés pour avoir d'amples explications sur l'usage des taximètres et surtout sur la gestion coopérative. Même si les réunions d'Assemblée générale sont régulièrement organisées, il y en a qui n'y participent pas et par conséquent ne sont pas suffisamment informés. Ce que nous allons faire, c'est de descendre jusqu'à leur site de travail pour leur fournir assez de renseignements, mais il y a d'autres problèmes qu'ils ont évoqués, comme les assurances, revues à la hausse, et là, nous allons continuer à faire le plaidoyer. L'Agence rwandaise de régulation compte environ 26 000 motocyclistes, mais parmi eux, 19 000 sont les seuls à travailler légalement, alors que les 7 000 autres sont en situation irrégulière. Actuellement, le Rwanda compte plus de 180 coopératives avec environ 47 000 motocyclistes. Cette personne qui avait refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 disent avoir été obtempérés après qu'ils aient constaté que leur attitude est sans fondement et que cette pandémie peut les affecter comme les autres. Kassim Youssouf. Certaines personnes, dont ceux qui avaient refusé de se faire vacciner, suite notamment à leurs croyances religieuses, se présentent aux différents sites de vaccination pour la première dose. Ces vaccins, et d'après ce qu'on a lu, cela montre que nous sommes dans les derniers jours du monde, lorsqu'il y aura diverses maladies et des pandémies. Ce sont en fait les signes de la fin des temps. Je suis venu me faire vacciner pour la première fois et je n'ai pas remarqué d'effet particulier à mon corps. C'est pour des raisons de travail. Parfois, on demande la permission et on vous accorde juste quelques heures. Lorsqu'on arrivait au site, on trouvait qu'il y avait beaucoup de personnes et on était obligé de retourner au travail. Certains fidèles de l'église de la Flamme de Pentecôte avaient refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. Après que leur pasteur en chef soit décédé et que certains d'entre eux soient infectés et se retrouvaient dans une situation critique, ils disent qu'ils ont changé de mentalité et que leur croyance sur le vaccin est sans fondement. Notre inquiétude reposait sur le passage de la Bible concernant la bête et que Satan viendra pour anéantir les hommes. Telle a été notre inquiétude, mais pas pour longtemps, car nous avons compris que nous devons nous faire vacciner comme le souhaite le pays. Et puis nous avons vu comment cette pandémie a emporté la vie de nos proches. Je me sens bien et je pense que même si je suis touché, il n'y aura pas de complications graves parce que je suis vacciné. Le programme, c'est sensibiliser les autres et leur montrer que ce que nous croyons mauvais, c'est en fait une bonne chose. Les dirigeants de cette confession religieuse confirment cette situation et indiquent qu'ils sont en train de sensibiliser leurs fidèles non encore vaccinés et qui ne participent plus à la prière. Après discernement et que nous ayons constaté qu'il n'y a pas de conséquences, nous avons pris la décision de nous faire vacciner afin que nous puissions aider les autres que nous dirigeons.
Les fidèles sont peu nombreux parce que d'autres sont toujours en train de se faire vacciner, mais la sensibilisation se poursuit pour qu'ils puissent comprendre. J'étais à Gahini et j'ai vu un diacre tomber gravement malade et je ne pouvais pas rester là-bas pendant longtemps. La pandémie existe car elle a emporté la vie de notre pasteur qui nous aidait beaucoup spirituellement, situation qui nous a beaucoup affligés et qui nous a donné une leçon, notamment que nous devons nous faire vacciner pour voir si cette pandémie serait éradiquée. Les statistiques du ministère de la Santé révèlent que jusqu'au 12 janvier 2022, environ 7 800 000 Rwandais ont déjà reçu la première dose contre le Covid-19 et environ 5 800 000 ont reçu les 2 doses. Environ 480 000 ont reçu la dose de rappel. Il y a de cela quelques jours, des rumeurs de la dose de rappel contre la Covid-19 ont été propagées partout sur les réseaux sociaux. Ce soir, dans le studio, nous avions accueilli les ministres de la Santé et de l'administration locale pour en éclaircir le point. Depuis quelque temps, il y a des rumeurs autour de la dose de rappel contre la Covid-19 qui ont semé une inquiétude au sein de certaines parties du pays. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Je pense qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de l'article qui est sorti, publié par l'OMS. Il s'agit d'un groupe d'experts de l'OMS qui a fait des observations et des recommandations sur les vaccins en général et en particulier sur la dose de rappel. Le communiqué, en fait, recommande au pays de penser à l'équité quant à l'accès au vaccin. Il est normal que dans tous les pays, on fasse un effort pour vacciner le plus grand nombre possible, au moins à partir de ces 2 vaccins, la première dose et la deuxième dose. Et que dans la mesure du possible, pour des pays qui sont capables de le faire, qui ont déjà une bonne couverture pour les 2 premières doses, ces pays sont encouragés, noir sur blanc dans ce document-là, à administrer la 3e dose. Et l'article continue en disant que même si il est possible que les vaccins actuels n'ont pas été conçus, fabriqués, n'ont pas été conçus et fabriqués comme il aurait dû faire si Omicron existait à l'époque, mais il y a toujours la possibilité d'ajuster la structure, la composition du vaccin pour qu'il puisse être davantage une réponse immunitaire aux variants circulants. Donc c'est pour dire que les vaccins ont été fabriqués bien avant le variant Omicron, mais clairement, la structure de base, elle est un coronavirus. Et ensuite, il recommande que, dans la mesure du possible, ces ajustements peuvent toujours avoir lieu. Mais un fait est là, et c'est bien écrit, que de toutes les façons, même avec ces vaccins actuels par rapport au Omicron, le variant Omicron, il y a un bénéfice énorme pour ce qui est de la réduction de la mortalité et même des cas sévères dans nos structures de santé. Et surtout, la protection des systèmes de santé pour qu'ils ne puissent pas s'écouler avec beaucoup de patients envahissant les structures de santé, au point que d'autres malades n'aient même pas l'opportunité de se faire soigner. C'était plutôt un appel à l'équité, un appel à la vaccination, pour ceux qui peuvent déjà avoir le booster, ils peuvent y aller, un appel à un ajustement potentiel de la structure du vaccin en fonction des variants comme ils vont venir dans le futur. Voilà 3 messages qui étaient dans ce communiqué-là. Alors les gens, malheureusement, se sont beaucoup plus concentrés sur le fait que les vaccins existent, ils ont été fabriqués avant qu'Omicron existe, et donc ils ont vite conclu qu'il n'y a aucun avantage à se faire booster ou à se faire vacciner, parce que tout simplement, ces vaccins étaient fabriqués avant l'apparition de Omicron. C'est faux. Donc la réalité est que, et nous pouvons le voir, ce n'est pas seulement des écrits, nous avons dans nos hôpitaux, les gens l'hospitalisation, vous ne pouvez pas comparer ce qu'on a aujourd'hui comme taux d'hospitalisation avec ce qu'on avait au mois de juillet avec Delta. Ça veut dire que parce qu'on a un grand nombre de gens qui sont vaccinés, on en tire déjà l'avantage d'avoir une population importante déjà vaccinée. Et on doit continuer dans ce sens pour que on soit aussi préparé pour d'autres variants. Dans cet article-là des experts de l'OMS, ils le disent, qu'Omicron n'est pas le dernier variant. Il y en aura encore un autre. Justement, Monsieur le Ministre, c'est question de mentalité. Pourriez-vous mettre un accent histoire de réconforter ou bien
mettre un accent sur l'importance de la dose de rappel? La dose de rappel, c'est un principe normalement que les gens, en principe, connaissent, parce que nous avons dans notre calendrier vaccinal jusqu'à 12 vaccins. Seul le BCG, le vaccin qu'on donne à la naissance, à l'épaule, une injection, c'est ce vaccin-là qu'on donne en dose unique. Les autres 11 vaccins restants, on en donne à 2, à 3, à 4 doses. Donc la notion du rappel, c'est une notion qui, notre système immunitaire a une mémoire. Quand vous avez déjà été en contact avec un agent antigène et que vous avez une dose rappel, ça stimule encore l'immunité à pouvoir produire davantage d'anticorps qui perdurent. Et donc, les essais ont été effectués pour montrer que pour tel vaccin, il faut en arriver à 2. Pour l'autre, il faut faire 3. Pour l'autre, il faut faire 4. Donc, c'est une notion qui est connue, qui est banale dans le domaine médical. Il n'y a pas de raison que les gens s'étonnent, pensent que c'est la première fois qu'on va le faire pour Covid. On est aujourd'hui à la 3e dose pour la vaccination contre la Covid-19. Il n'est pas exclu pour certaines catégories de personnes très vulnérables qu'ils aient une 4e dose. C'est possible et ça n'a rien de charlatan. C'est ce qui se passe, ça s'est fait déjà, donc les gens devraient accepter ça parce que l'autre variant qui viendra, à supposer qu'il vienne avec une autre structure complètement différente des structures qu'on a, il faudra que les scientifiques puissent ajuster le vaccin en fonction de cette nouvelle structure du virus. Oui. C'est tout à fait normal. Oui, merci beaucoup. Monsieur le ministre, en général, revenons sur la vaccination. Il y a toujours des gens qui refusent de se faire vacciner. Que pensez-vous être la raison de cette attitude? Merci beaucoup. Je dois d'abord commencer par une note d'appréciation pour les Rwandais qui ont répondu massivement à la vaccination. Et si vous considérez, vous comparez la carte de l'Afrique, vous voyez que le Rwanda est en tête avec le plus grand nombre de personnes vaccinées. Ça, c'est une note d'appréciation que l'on doit d'abord informer la population rwandaise et les féliciter d'avoir vraiment répondu massivement à la vaccination. Deuxièmement, vous parlez déjà qui ont résisté. C'est très peu. Des fois, quand on en parle, on croit que c'est 20 000 ou 30 000, c'est dans les dizaines, dans les vingtaines, 30, 40 dans un district. C'est pas un grand nombre. Et des fois, cette résistance au changement était basée à la croyance religieuse. Et quand on a approché les chefs des religions affiliés au Rwanda, qui sont reconnus au Rwanda, ils nous ont montré catégoriquement que ces gens-là ne sont pas leurs adeptes, ce sont des gens qui ont décidé de ne plus répondre à l'administration de ces religions. Aujourd'hui, on en avait certains qui voulaient même aller en dehors du pays, mais les pays qui devraient les accueillir aussi disent nous avons commencé aussi à vacciner. Si vous ne voulez pas vous vacciner chez vous, pourquoi venir ici, là où aussi nous avons commencé de vacciner? Alors, ces gens-là qui avaient refusé, on les a éduqués, on a pris retard avec eux. Le changement de comportement, ça prend du temps. Et on les approche, on se fait aider par les pairs, par ceux-là qu'ils aiment, qu'ils apprécient ou qui vivent ensemble. Ils changent de comportement et puis ils reviennent pour la vaccination. On a des témoignages à partir des responsables de certaines religions. Et la réponse aujourd'hui au vaccin est tout à fait la meilleure. Les stratégies dont vous venez de parler sont vraiment spéciales. Est-ce que la part des autorités des instances de base, est-ce que c'est juste pour les religieux ou bien aussi les autorités aident? Normalement, comment on travaille? On a l'administration locale, depuis les maires jusqu'à les chefs de village. Et ces gens-là, ils sont là pour informer la population du programme du ministère de la Santé de vaccination. Alors on fait appel, on donne des communiqués, on utilise les chefs des religions pour donner le message dans les églises, dans les mosquées. Et puis les gens viennent pour répondre à l'invitation qui a été donnée par le ministère de la Santé. Alors, notre responsabilité encore, c'est de rappeler ces gens-là qui ont eu le premier vaccin.
on leur appelle leur date de recevoir la deuxième dose de vaccination, ainsi de suite. Donc, on fait la mobilisation parallèle. Il y a le ministère de la Santé pour la logistique, il y a le ministère de l'administration locale pour la communication, pour la mobilisation, pour donner le programme de vaccination. Et aussi, il y a les églises pour encourager leurs adeptes à répondre massivement à la vaccination. Donc, on travaille vraiment en équipe, et puis le travail est louable jusque-là. Il n'y a pas de force. Au départ, les gens venaient massivement et ne trouvaient pas de vaccin parce que ce n'était pas leur date. Mais aujourd'hui, on appelle les gens en respectant les dates qu'ils ont eues sur les cartes. Donc, la mobilisation se fait sans problème. Merci au ministre de l'Administration locale et au ministre de la Santé pour l'accent mis sur l'importance de la dose de rappel dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les sénateurs du Rwanda au Parlement rwandais ont changé ce jeudi le rôle de la culture rwandaise dans la prévention et la lutte contre la violence conjugale. Cela intervient alors que cette dernière continue à s'observer à travers le pays, compromettant ainsi la cohésion familiale. Jean Damascène, Manichim. Le problème de la violence conjugale si préoccupant au Rwanda aujourd'hui, c'est ce qui a poussé les sénateurs membres de la commission en charge du bien-être social et des droits de la personne à organiser une réunion consultative sur le rôle de la culture rwandaise dans la prévention de la violence conjugale. Les sénateurs déplorent par ailleurs la présence de certains proverbes rwandais contradictoires quant à la valeur de la femme dans la société. Se servant de quelques exemples concrets, le sénateur Cyprien Niyomugawo a montré que la culture rwandaise dispose des proverbes qui mettaient la femme à l'honneur, déplorant par ailleurs d'autres qui la minimisent, ajoutant que la société devrait plutôt considérer les valeurs prônées par la culture pour pérenniser la cohésion familiale. D'autre part, les sénateurs ont indiqué que le dialogue entre conjoints est un élément essentiel dans la prévention d'éventuels conflits familiaux. Il est essentiel que les membres de la famille comprennent leur rôle dans la sérénité familiale, que ce soit l'homme, la femme ou les enfants. Ils doivent surtout ouvrir une plateforme de dialogue en vue de résoudre leurs problèmes au lieu de déboucher sur la violence conjugale. Quand tous les membres de la famille établissent un dialogue entre eux, il devient possible de limiter la violence et de garantir les droits de tout et chacun. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille estimait que beaucoup reste à faire pour réaliser les projections du gouvernement du Rwanda de garantir la sérénité familiale d'ici 2024. Des programmes spécifiques ont été mis sur pied, comme la soirée de famille qui a été rénovée pour revenir sur le fondement de la famille. Nous avons inclus aussi les enfants qui peuvent désormais participer à ces soirées selon le sujet de dialogue. Ils peuvent aussi émettre leurs idées, ce qui a déjà commencé à avoir un impact positif du moment que les dialogues s'organisent de la même façon sur toute l'étendue du pays. Nous avons également plus de 29 000 agents que nous avons appelés amis de famille. Ceux-ci nous permettent de suivre de près ce qui pourrait nuire aux droits des enfants et les exposer à la violence de tout genre. Les statistiques du ministère du Genre et de la Promotion de la Famille montrent que plus de 63 000 adolescentes ont été engrossées entre 2018 et 2020. Plus de 13 000 mineurs ont été violés entre 2019 et 2021, tandis que 169 meurtres entre conjoints ont été enregistrés entre 2018 et 2021. Le ministère montre également que 34% des conjoints cohabitent illégalement et qu'environ 160 enfants ont été tués par leurs parents entre 2019 et 2021. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette édition, je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.